d'abord Jean-Paul de Daytrader Canada. Bonjour, mes hommages. Bonjour, M. Gagnon, vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Toujours beaucoup de nouvelles. Oui, puis effectivement, aujourd'hui, on va faire notre programme régulier, revenu des marchés américains, la fin de la saison des divulgations de résultats financiers. Hein, ça se termine ces jours-ci. Et on va faire un topo sur Amex. Alors, quelque chose d'assez costaud, là. Je pense c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, donc on est parti un peu des débuts jusqu'à aujourd'hui pour tenter de voir un petit peu l'angle transactionnel sur Amex. Ça s'annonce pas bien. Donc, Amex, géant ou dinosaure, on va voir ça ensemble tantôt. Je voterai pour le deuxième. Oui, vous êtes pas pire, vous êtes pas pire. Entre-temps, peut-être, j'entendais tantôt parler des marchés qui étaient fermés, et effectivement, c'est le cas. Et il y a toujours une possibilité de suivre les marchés, même si ceux-là sont fermés, parce que vous le disiez tantôt, les commodités, évidemment, eux autres ne ferment pas. On voit, là, c'est le 16 février, c'est un délai de 5-10 minutes, là, à midi et 4. Et on voit ici que si les marchés étaient ouverts aujourd'hui, on aurait des marchés baissiers actuellement, parce que les futures, on a le Dow, il y a le S&P, mais si on prend juste le Dow, là, ça se répète d'un à l'autre, si on prend juste le Dow, les futures sont moins 43 $. Bon, sans aller trop dans les détails pour ne pas ennuyer personne avec ça, rapidement, pour que les gens comprennent, les futures, il y a d'un côté le marché qui appelle eux autres le cash, puis de l'autre côté, il y a des contrats à terme sur lesquels il y a des contrats à terme sur les titres qui sont en bourse. Donc, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'à 4 heures, le marché ferme, mais les futures ne ferment pas. Donc, durant la journée, tout ça, là, c'est corrélé par arbitrage tout le temps. Mais à 4 heures, c'est là que ça dérape, d'un bord ou de l'autre. Puis le lendemain matin, on doit remettre les compteurs à 0 à 9h30. Il faut ramener le cash, les marchés. Et ça, c'est par élémentation, hein, c'est même pas un choix, là. Il faut les ramener à la valeur égale, à leur pendant de contrat à terme. Ça se fait par arbitrage. La valeur importante de 43,35 en négatif, c'est une chose, c'est la valeur réelle, mais il faut soustraire à ça, dans le cas présent, un 4,35 qu'on appelle le Future Fair Value, qui est ce que ça coûte de détenir les contrats à terme par rapport à avoir du cash. Parce que tu payes des primes, tu n'as pas de dividendes. Donc, tu sais, c'est bien beau de dire... moi, c'est comme des options. Hein. Tu prends un call sur Microsoft, ça coûte 500$, puis quelqu'un qui achète l'action va mettre immobiliser 40 000. Mais il y a une prime là, pour avoir l'option. Donc, c'est ce calcul-là qui fait. Donc, on est à la baisse. Si les gens veulent le suivre, l'indice, c'est DMA. Pour le Dow Mini, là. Alors, peut-être DMA indice. Là, si vous avez téléchargé la petite plateforme Bloomberg sur votre cellulaire, peut-être ça pourrait être intéressant. DMA. Le matin, là, vous regardez ça, là, à partir de 7 heures la veille, là, on commence à avoir une lecture pour le lendemain matin. Et à l'approche de l'ouverture des marchés, surtout quand des données économiques qu'on couvre ensemble à 8h30, là, les marchés sont pas ouverts, mais les futurs réagissent. Donc, des fois, les gens veulent dire, je comprends pas si la nouvelle est bonne ou pas bonne. Allez voir comment les traders de contrat à terme réagissent, puis vous allez voir. Et pour le S&P 500, c'est ESA ou ES1. Pour le premier contrat, parce que ça aussi plusieurs mois d'avance. Effectivement. Okay. Donc, c'est le fun de suivre ça, surtout quand on veut connaître comment les marchés vont se comporter à l'ouverture. Alors, nos données économiques de la semaine dernière, demande de chômage, évidemment, vous me corrigez en temps réel. Ça a monté un petit peu, donc il faut mettre ça rouge, là. On s'entend. On s'entend que la tangente est très, très bonne. Là. On est toujours, là, évidemment, à la baisse. Là. Donc, je pense que c'est pas trop grave, une semaine à la hausse. Vente au détail, on attendait ça. Ça n'a pas été bon. Non, ça n'a pas été bon. On s'en doutait un petit peu. Hein? Pas une vraie surprise pour nous, là, mais c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle nécessairement pour les marchés. Là, c'est rendu que les ventes au détail, tu vas avoir la vraie affaire, là, la vraie patente, pour savoir si les gens ont dépensé d'autres choses que de l'essence puis de l'automobile. Il faut que tu enlèves l'essence puis l'automobile maintenant, parce que l'essence a tellement diminué que par la force des ventes négatives par rapport à l'an dernier, ça fait baisser les ventes au détail. On enlève tout ça, puis on est rendu positif de 2 dixièmes, mais même encore là, c'est plus faible que ce qui a été anticipé le marché. Effectivement. C'est 2 fois plus faible. Oui, effectivement. Et on voit ici notre graphique. Alors, on voit là deux petits bâtonnets gris consécutifs en bas de 0. Puis, évidemment, notre ligne rouge qui va finir par suivre, là, parce que ça, c'est l'annualisé. Donc, en tout cas, pour le moment, on ne peut pas dire que ça aille bien ce côté-là. Mais bon, les marchés, eux autres, on sait que Wall Street sont tordus dans leur façon d'interpréter une nouvelle. Ce qui n'est pas bon pour le peuple est bon pour eux autres, parce que la Fed va peut-être se calmer le pompon pour ne pas augmenter les taux trop vite. Parce qu'en tout cas, dans cette journée-là, ça n'a pas paru.
les marchés ont monté durant la journée de l'annonce des ventes au détail et du chômage, qui étaient deux données négatives. Puis regardez, quasiment pas de mouvement en pre-market et on a eu une journée haussière jusqu'à la fin de la journée. Alors, go figure. Quelle date déjà? C'était le 12 février, c'est ça. Le 12 février, bien... Oui, un peu. Un peu. Le taux d'intérêt avait baissé un petit peu journée. Ouais, ils ont sûrement trouvé une nouvelle ailleurs, là. Mais souvent, on sait, on sait que Wall Street, bien des fois, ce qui est pas bon pour le peuple est bon pour eux autres, parce qu'ils ont toujours peur que la Fed augmente les taux. Puis on sait que la Fed va se désegmenter les taux. Plus ça va mieux aller dans l'économie, puis plus ça va le tenter. Alors... Belle façon de voir les choses, effectivement. Comme un grand-mère dirait. Oui. Ça serait bon faire communiquer. Ça sent mieux, donc on va y voir. Donc, ça serait bon faire communiquer de la Fed, vous. Oui. À travers les années, j'ai appris beaucoup. Ouais. De eux et de vous. Alors, l'indice sentiment du consommateur, bien, là aussi, on n'a pas eu une bonne nouvelle en tant que telle. On a eu une baisse, autant par rapport au précédent qu'en rapport à l'estimé. Donc, un petit peu de corrélation avec les ventes au détail. Des fois, c'est pas corrélé. Là. Un augmente, l'autre baisse. Ouais. C'est parce que c'est les conditions futures. Là, parce que ça se divise en deux. Hein, c'est les conditions futures, les conditions présentes, puis les deux ont baissé. Ça aide pas, ça. OK, intéressant. De toute façon, la courbe générale est à la hausse, là. Mais bon, il ne faudra pas quand même connaître trop là, de données comme ça négatives. Les marchés ont été plutôt neutres cette journée-là, mouvement de côté. Puis sur la fin de la journée, il y a eu une petite hausse. Donc, c'était une semaine négative. Là. Les trois principaux indicateurs étaient négatifs. Et regardez comment c'est beau. Semaine négative, pas de problème. Les marchés montent toute la semaine. Bon, regarde, emmenez-en des semaines négatives. Fais donc le contraire de ce qu'on vous dit. Écoutez, c'est quasiment ça maintenant. Le contraire de ce qu'il dit. Parce que des fois, à un moment donné, ça va les rattraper. Remarquez que dans l'ensemble, si on fait exception là, je vais faire un peu de temps, là, mais si on faisait exception des ventes au détail, le reste, là, l'emploi, c'est bon, un peu vite, là, fait que là, c'est plus ça qui regarde que d'autres choses. On fait une pause, on revient dans un instant. On poursuit donc notre discussion avec Régent-Paul. Pour regarder peut-être rapidement ce qui se passe ou se passera plus tôt cette semaine, il y a moins de choses un peu. Oui, effectivement. Ce qui est à surveiller, c'est les minutes du FOMC. Ouais, ça va être pas mal plus fun. Oui. L'indice des prix producteurs, demande de chômage, bon, à toutes les semaines, là, donc un petit peu plus calme. On suivait 5 candidats pour les résultats financiers la semaine passée, mais j'ai ajouté Amex qui déclare pas maintenant, je pense au mois d'avril, les résultats de Amex, mais il est arrivé une annonce assez importante chez Amex récemment qui a évidemment fait bouger le titre. Donc, on va regarder ça ensemble. Sujet de la semaine Amex, quand rien ne va plus. Maintenant, avant de parler d'aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. Parce que souvent, en investissement actif, il faut savoir un peu de où on vient, savoir où on s'en va. Là. C'est jamais mauvais, surtout que c'est une entreprise qui a tout un historique. Hein. Fondée en 1850. Je veux dire, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup de compagnies là, qui ont été fondées dans ces années-là par Henry Wells Fargo puis John Butterfield. Elle débute dans la livraison express de colis aux États-Unis. Moi, je ne savais pas ça, j'ai appris ça en faisant le topo. Oui. Alors, c'est pour ça, probablement, que le nom vient American Express, parce que ça n'a rien à voir avec les cartes de crédit, mais ils n'ont pas commencé comme ça non plus. Ils livraient des colis. À l'époque, le service postal n'était pas fiable, toujours le cas, comme le nôtre, avec un colis souvent perdu ou volé. Et Amex devient rapidement la référence dans le domaine grâce à son service vigilant et sécuritaire. Regardez ça. Hein? Belle petite vitrine, c'est joli. Amex faisait aussi la livraison de certificats d'action, devises et autres instruments financiers pour plusieurs institutions financières. C'est ça qui lui a donné le goût un petit peu de se mettre là-dedans. Activité beaucoup plus rentable que la livraison régulière, ce qui lui donne aussi l'idée de commencer à offrir ses propres instruments financiers. Parce qu'on sait qu'Amex, c'est plus que... C'est des metteurs de marché, c'est des underwriters, c'est beaucoup de choses, Amex. C'est pas juste les cartes de crédit. Premier logo, un chien qui garde, qui représente les valeurs de l'entreprise à l'époque. Le logo se modernise. Petite ambiguïté, c'est un centurion gladiateur. L'ambiguïté vient du fait que l'image, c'est un centurion, mais ce qu'il avait déclaré dans la description, c'était la description d'un gladiateur sur un bouclier. Donc, ils sont retrouvés avec un mix de centurion et gladiateur. La bassiste du voyage, en 1800, il ne faut pas 1900, là, mais elle offre des mandats poste et les premiers chèques de voyage au monde.
en 91. Hein, on se souvient de ça, c'est eux autres qui ont popularisé le chèque de voyage. 10 ans plus tard, leur chiffre d'affaires atteint 6 milliards par année. Puis en 1915, Amex commence à offrir des solutions complètes là, pour les voyageurs. Et ça a duré jusqu'à il y a quelques années. Là, évidemment, le plastique a remplacé tout ça, l'Internet et tout. Première carte de crédit. Amex a maintenu pour des décennies la réputation d'offrir des services haut de gamme. En 1958, elle offre sa première Charge Card. Hein, c'est une carte de crédit qui n'en est pas une. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières Amex. Elle doit être remboursée en totalité à la fin du mois. Je t'ai pas vu, là, ce Non, vous avez bien raison. Mais écoutez, plus tard, peut-être, oui, quand même. Ça a duré une couple d'années, leur affaire. Mais c'était une carte où tu devais la rembourser à chaque fin de mois. Il n'y avait pas de crédit possible. Hein. Tu avais acheté pour 10 000 dans le mois, là, tu le payes à la fin du mois. Là. Il n'y avait pas de crédit. Fait que c'est une charge card. Alors, cette première carte était en carton, avec le nom puis le numéro, imaginez en carton, le compte du client imprimé à l'avant. En voici 2 répliques. 2 reliques, hein, la carte de carton, et apparemment que le King lui-même fut un des premiers détenteurs là, de cartes American Express. La carte en plastique arrive 1 an plus tard, en 50 ans. Ça n'a pas été long en carton. Ils ont trouvé qu'ils en jetaient pas mal souvent, donc ils ont mis ça en plastique assez vite. Fait un grand succès, hein? Aujourd'hui, on parle de millions, mais écoutez, 250 000 nouveaux clients la première année, un total d'1 million après 5 ans. Alors, ça décollait assez rapidement. C'est le début du membership, qui est un symbole de prestige et d'accomplissement. Parce qu'avoir une carte Amex, c'était pas juste avoir une carte Amex, c'était théoriquement, là, il y avait une espèce de référence à la réussite, puis le haut de gamme, etc. PAP, IPO, en 1966, probablement, ils sortent leur première carte or. En 1977, ils ont fait de la rentrée en bourse. Et avec 8 millions de membres à l'époque, qui généraient 400 millions en frais. Aujourd'hui, elle compte plus de 100 millions de membres, puis qui dépensent collectivement 800 milliards par année. Alors ça, c'est ce que les gens consomment là, sur la carte. Diversification, pas toujours gagnant. Hein? Entre 70 et 80, dans ces années-là, Amex se diversifie en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises, dont une célèbre, Lehman Brothers. Ils ont été détenteurs de Lehman durant un certain temps. Puis malheureusement, cette stratégie-là n'a pas fonctionné. Et après plusieurs années d'essais et d'erreurs, ils se sont départis de toutes ces entreprises-là qu'ils avaient achetées. Ça coûte cher. Hein? Tu fais des achats, puis tu es obligé d'en départir. En général, tu les vends moins cher que tu les as payés. C'est pas une bonne transaction. La grogne monte. En 86, 1 milliard devenu pour la première fois. Arrive par la suite des difficultés avec l'exclusivité de son service. Les marchands se plaignent de frais plus élevés que ses compétiteurs. On offre chez nous les cartes à notre bureau, puis c'est vrai qu'Amex coûte plus cher que toutes les autres cartes. Ils sont en train de se remettre dehors partout. Bien, c'est ça. Costco, ça leur a donné un coup d'un jambe. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Puis écoutez, la différence peut être de 4 versus 1,2 Ça paraît beaucoup, ça. C'est beaucoup, là. Là, tu fais une couple de millions de chiffre d'affaires par année sur une carte par rapport à une autre, là, puis c'est énorme. La révolte. Hein? Amex justifiait ses frais plus élevés, là, comme une prime à l'accès à une clientèle plus fortunée qui consomme plus. Ça fait un temps. Plusieurs commerces se révoltent et commencent à refuser carrément la carte. Amex est forcé de réévaluer son modèle d'affaires pour offrir des taux plus compétitifs. Alors, quand tu fais ça, forcément, les marges bénéficiaires diminuent, etc. Puis tu as une structure qui est basée sur un certain modèle d'affaires. Il faut que tu le changes. C'est pas évident que ça suive. Ça force Amex à se réinventer et à courtiser le peuple. Parce qu'avant, il était plutôt là, fortuné, les gens fortunés, pour augmenter sa base de clients. Amex offre aussi des récompenses. Ils ont été les premiers un peu à faire ça, les histoires de récompenses. Là. Des accès à des lounges privés dans les aéroports, les taux privilégiés dans les hôtels et des retours en argent sur des achats. Là aussi où Amex a innové, c'est qu'ils ont développé là, du partenariat avec des gros noms. Des chaînes d'hôtels et la fameuse entente dont on va parler là, avec Costco. Entente exclusive hein, avec Costco. Amex devient la seule option de paiement par carte de crédit dans les 671 magasins de Costco à travers le monde, avec un chiffre d'affaires additionnel de 100 milliards. Juste Costco, c'est 100 milliards. Ça fait mal quand tu perds ça. Le divorce coûteux. Amex semble être sur une bonne piste. Malheureusement, elle manque de flexibilité. Ne veut pas accepter les nouvelles demandes de Costco. Parce que c'est ça l'histoire. Il y a eu des négociations. Costco ont demandé d'avoir des meilleures conditions. Et Amex ont dit, regarde, on est Amex. Non, on ne t'en donne pas de nouvelles conditions. Fait que Costco dit, regarde, dehors la porte. Après 16 ans de partenariat, Costco annonce que l'entente exclusive avec Amex ne sera pas renouvelée et que Costco cessera d'accepter American Express. Le plus drôle, moi, j'ai une carte Costco, puis dès le mois d'octobre-novembre, on a commencé à nous faire renouveler la Capital One. Mais il n'y a pas eu de réaction, hein? Je pense qu'il y avait peut-être des négociations de coulisses de dernière minute, mais officiellement, c'est le 11 février que ça a donné un coup. Le 11 février, ils ont fait l'annonce officielle, c'est le cas de dire. Oui. Le 12 février, le titre a ouvert à la baisse de 7 .
Déjà, ça n'allait pas trop bien, là, puis une baisse additionnelle. Les actions, par la suite, continuent leur descente toute la semaine pour atteindre 9 de baisse à la fin de la semaine. C'est beaucoup, ça, sur un titre comme ça. Quelques chiffres. Une carte sur 10 émise par Amex, c'est une carte en partenariat avec Costco. 1 sur 10, c'est beaucoup, ça. C'est 8 ou 80 milliards du volume facturé sur leur carte, puis 20 ou 14 milliards de leur portfolio de crédit, juste Costco. Alors, évidemment, Amex riposte en disant que c'est seulement 30 de ce volume qui est fait dans les succursales Costco, quand même beaucoup, là. Puis que leurs clients vont garder leur carte pour acheter ailleurs. Elle n'est pas acceptée nulle part, là. Bon, c'est ça que je t'ai pour dire. À part dans les stations-service, là. Bien des places qu'elle ne l'est pas. Donc, à voir. Pas évident là, que ça va se faire. Encore des chiffres. 80 des revenus proviennent des frais de marchand, puis 20 de son portfolio de crédit. La perte de matériel comme Costco, c'est énorme. Ça n'aurait jamais dû arriver. S'ils disent que le management n'aurait pas dû laisser ça se produire, certains estimés considèrent que l'entente avec Costco valait à elle seule plus d'1 demi-milliard par année. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Il y a ici des chiffres assez intéressants parce que Amex, en tant que tel, n'était pas nécessairement parmi les meneurs au niveau des revenus, mais il l'était au niveau de la consommation par client. Bien là, le problème, c'est qu'ils vont perdre cet avantage-là. Donc là, ça va dégringoler partout. On le voit ici, là, juste Costco, là, ça va disparaître. Alors, ça va faire très mal. Alors, la compétition, en plus de ça, hein, la loi de Murphy, pour attirer la clientèle plus fortunée, devient de plus en plus féroce. C'est des banques, JP Morgan, de plus en plus ont des programmes de récompenses généreux. L'exclusivité et le prestige associé à Amex, là, c'est plus vrai là, comme ça l'était dans le passé. Visa, Mastercard sont acceptés dans plus d'établissements puis ont un bassin de clientèle plus grand. Puis ça ouvre les portes avec partenariat, évidemment, d'entreprises intéressantes. C'est ce qu'ils ont fait avec Costco parce que c'est eux autres là, qui ont ramassé le deal avec Costco. Alors, l'effet boule de neige, et on arrive au graphique. Voilà ce que ça a donné comme résultat le matin de l'annonce, sur un gap de 7 Et pourtant, on le savait depuis plus que le 11 février. Oui, mais... On le savait. Chez Costco, ils ont incité les gens, puis à partir du 1er janvier, c'était fini. Effectivement. Les autres, là, du 1er janvier, étaient dehors. Les autres l'ont officialisé, là. Voilà. Yves Giroux s'en vient dans quelques instants. Restez là. À tout de suite. C'est le temps de... On parlait de Target pendant la pause commerciale. Quand vous me partez sur Target, là, je te dis, écoute, l'enfer. Moi, c'est incompréhensible. Quand on parle de tu sais, moi, j'ai rien contre les gens fassent de l'argent, là, mais faire de l'argent sur le dos du monde, là, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Surtout les travailleurs. Quand tu perds ta job, puis le président part, lui, parce qu'il a fait un mauvais choix avec 67 millions, puis tu te votes la même journée des options d'achat pour 8,4 millions pendant que tu fermes dans le même meeting. Là, tu prends la décision de fermer Target Canada où tu as perdu 5,4 milliards, le boni de performance, là, wow! C'est une chance qu'ils n'ont pas performé. Capitalisme sauvage, qu'on dit. C'est ça. Ouais. Ça n'a plus de bon sens. Les primes devraient être liées un peu, si on veut, à la valeur ajoutée, si on veut, à la création de richesse et tout ça, avec des mesures économiques. Il y en a eu, là, c'est ça. On a détruit une entreprise, pratiquement, puis on se part avec un parachute comme ça. En 2008, les banques, François, si on se souvient, c'est la même chose. Alan Greenspan avait témoigné devant le Congrès, puis il avait dit beaucoup d'activités qui étaient reliées, si on veut, à la bulle immobilière. Ça, il y avait, je me souviens pas, je pense en 2008. En gros, là, les propres mots de Greenspan avaient dit c'est carrément qui était de la fraude. On avait fait des faux prêts à une multitude de gens et tout ça, puis on avait créé une grosse ballonne. Tout le monde était conscient un peu de ça. Puis les dirigeants de ces boîtes-là sont partis avec des 50, 100 millions et des fois 200 millions. Il y a une grosse partie de ces gens-là a dû aller direct en prison, puis sont partis avec des 100 millions dans les poches. Puis c'est incroyable, ça. On a fermé les yeux là-dessus. Monsieur Roth, ça vous dit quelque chose? Oui, John Roth. Président de Nortel. Pendant qu'il faisait croire qu'il faisait des profits. Je ne partirai pas tant que Nortel ne se sera pas redressé. Il a vendu 120 millions d'options, après il est parti. Oui, c'est ça, exactement. Il fallait qu'il vende ses options. Avant que le titre plante. Bon, on va revenir aux choses sérieuses. Seigneur. Bon. On va y aller avec des titres que nous a suggérés Isabelle. On avait fait un début une amorce de réponse à sa question vendredi et je lui avais promis qu'on compléterait la réponse. Donc, il faut y aller avec deux titres dans le domaine de la santé. Catamaran et United Health. Aux États-Unis, Catamaran au Canada.
CCT, peut-être, je sais pas, commencer au niveau... oui, technique. Écoutez, c'est des titres qui vont très bien dans les deux cas. Je vous dirais que Catamaran est peut-être plus intéressant que... Parce qu'elle demandait aussi lequel des deux. Là, je pense, en termes de prix, en tout cas, il coûte moins cher. Là, c'est une considération qu'il ne faut pas oublier non plus, ça. Là. Catamaran va très bien. Moi, j'ai transigé à plusieurs reprises Catamaran dans les mois passés, puis c'était positif, très performant. Donc, c'est un titre qui va très bien. Sur tous les horizons de temps, peut-être même garder le même quotidien. Ça va très, très bien. Si on prend United, qui va bien aussi, mais qui coûte plus cher, comme je disais tantôt. Ouais. Et lui, il vient de faire une petite pause, là. Une petite pause récente. Là. Si on regarde en jour, on a une petite pause de mouvement de côté. Puis on sait que ça, c'est côté américain. Côté américain, c'est un peu plus un paquet de surprises, la santé là-bas. Tu sais jamais, à un moment donné, là, quel Black Swan ils vont te sortir là, pour détruire ce qui a été fait. Au Canada, je pense qu'on est un petit peu plus consistant là, à ce niveau-là. Bien, c'est parce qu'il y a une loi fédérale qui existe, alors qu'aux États-Unis, on a un régime. L'Obamacare, c'est pas égal partout. Je sais pas, au niveau... Mais dans les profits, c'est ça, Catamaran, comme peut-être M. Paul en a glissé un mot, il est un petit peu plus cher. Moi, je l'ai à 38 fois les profits. Oui, c'est ça, l'autre était 19. Il y a un bêta quand même qui est très faible, de 0,15, là, parce que le titre était bien stable un peu dans les dernières années, mais les profits prévus, on est à 21 pour la prochaine année. Donc, je ne sais pas, lorsqu'on regarde dans les dernières années, tout était stable au niveau un peu des revenus, les profits, mais dans les 2 dernières années, il y a quand même une belle progression au niveau de la rentabilité. Par rapport à l'autre, peut-être c'est un petit peu moins prévisible. L'autre, le United, il est beaucoup plus stable en termes, à chaque année, les revenus augmentent, les profits augmentent, mais de façon, ça ne monte pas comme ça, mais il est beaucoup plus prévisible en termes de montée, tandis que l'autre est plus volatile. Quand même 8 d'augmentation, c'est 3 dernières. 19 fois les profits, l'autre aussi, 19-18 pour l'année prochaine. C'est 2 beaux titres. Mais en termes de... Bon, il y en a un qui coûte 109 pièces, l'autre coûte 60. Fait que ça, c'est important dans la décision. C'est ça qui est difficile pour nous de pouvoir juger parce qu'on ne sait pas la composition de son portefeuille. On ne sait pas également combien d'argent elle voudrait mettre là-dedans. Point d'entrée, est-ce que c'est encore le temps d'entrée? Ça, ce serait peut-être la grosse question qu'on peut se poser. Pour United Health, fort probablement en raison de son ratio, là. Court-bénéfice, mais... Techniquement parlant, Catamaran, on peut entrer. United Health, mais je suis d'accord avec ce qu'il disait. Par contre, du point de vue technique, c'est pas un point d'entrée actuellement. Il faudrait théoriquement dépasser 111, 111,5 avant qu'elle ait un point d'entrée, tandis que l'autre est à un point d'entrée. Puis Catamaran, il y a peut-être un point, c'est que moi, ce que j'ai sur le graphique, là, il est comme stable depuis genre peut-être que 3 ans. Fait qu'il est comme sur le point d'un important break-up et peut-être qu'on le voit là. Là, je recule beaucoup plus loin. Il y a une très belle montée depuis, en fait, ça c'est 2014, hein, c'est quand même... Si on voit, mettons, depuis 2010, 2012. Depuis 2010, 2012, on va aller en Je pense qu'il y a un important break-out. C'est ça, on le voit. Tu as raison. C'est ça. Il y avait un mouvement de côté. Mais c'est quand même intéressant. Il vient de briser une résistance. Fait que là, peut-être qu'il peut partir. Parce que United, il était à 114 le 23 janvier. Alors, depuis ce temps-là... Donc, une petite baisse, mais lui, arrête pas de monter. Bon, bien, excellent. J'espère que ça répond à votre question, Isabelle. Alain Perrault qui nous écrit, il veut qu'on lui parle de Trimac Transportation, TMA. Trimac pourquoi le volume de transactions est si faible? Pourtant, les analystes semblent positifs sur le titre. Est-ce qu'un risque associé à un faible niveau de transactions? C'est sûr que quand tu n'as pas beaucoup de transactions, ça manque de liquidité, ça fait augmenter sa volatilité. Et deuxièmement, quand tu viens pour le vendre, c'est plus difficile un peu. Pour le reste, je ne sais pas... Fondamentalement, honnêtement, ce que je vois, c'est quand même bien beau parce qu'il y a un bon dividende de 4 Ils font un rendement sur l'avoir de 34 ce qui est incroyable. Et il est seulement 13 fois les profits, 11 fois ceux prévus de l'année prochaine. Je pense que tout ça est bien beau. Par contre, ça peut-être au niveau de la liquidité, là, c'est peut-être un inconvénient, ça, c'est possible. Bon, techniquement parlant, ça va dans le sens du fondamental. C'est très beau aussi. Il va en mois, il va en semaine. En semaine, il y a eu un petit mouvement de côté depuis quelques semaines, mais rien d'alarmant. En jour aussi, on a un mouvement de côté, rien d'alarmant non plus. C'est vrai, liquidité. Par contre, je dirais à l'auditeur, ça dépend. Si on day trade, il ne faut pas toucher à ça, là. Mais si, je pense pas que ce soit le cas, si on fait l'investissement actif ou moyen ou long terme, c'est un petit peu moins grave. Les marchés sont pas verts aujourd'hui. Autrement, j'ai ramené au niveau 2 pour montrer c'est quoi, là, un titre qui ne trade pas beaucoup. Tu vas avoir, mettons, ce titre à 7 piastres. Tu vas peut-être avoir un bid à 7 piastres puis un ask à 7,50. Donc, pour acheter ça court terme, ça fait pas de sens. Mais si c'était pour prendre ça pour quelques semaines, quelques mois, puis le titre va passer de 7 à 10 piastres, c'est pas trop grave, ce 50 cents de spread-là. Il ne faudra pas non plus aller à des volumes qui n'ont pas de sens, là, mais je pense qu'il y a une moyenne, lui, qui est quand même... Elle est vraiment pas élevée, c'est 16 000 de moyenne par jour. C'est vrai que c'est pas beaucoup.
Mais si on swing trade, on fait du moyen-long terme, c'est moins grave que si on day trade. Parce que là encore, l'écart entre l'offre et la demande est à peu près de 21 sous. 6,89 à 7. Et puis c'est terminé vendredi à 7. Alors, moi, j'aime moins ça un peu. Là. Ouais, pour day trader, ce serait énorme. Mais faire un achat pour quelques semaines, quelques mois, mettons qu'on a le même 20 cents d'écart, mais on est rendu à 10 $, ben... Moi, le commentaire dernier de François, ça serait, étant donné que c'est dans le domaine du transport, par rapport à... il y a un ralentissement un peu économique, on le voit un peu au Canada dans les derniers mois, tout ça. Est-ce que, je me pose juste la question, est-ce que les profits, les rentabilités qu'il y a eu dans les derniers mois, si on a un petit peu un ralentissement, ça peut être un secteur qui peut être qui peut écoper un petit peu, donc peut-être il y a comme une petite prudence. Je n'ai pas vérifié s'ils faisaient affaire en Ontario et au Québec. Mais sur la base des profits passés, tout est très beau. C'est excellent. Puis sur les revenus également, il y a une bonne croissance des revenus. Parce que eux, ce qu'ils transportent, c'est du vrac. C'est sûr et certain que pour le pétrole, c'est pas trop gagnant, malgré le fait que pour transporter des produits finis, que ce soit du gaz naturel ou encore de l'essence, qu'on le veuille ou pas, la demande est là. Il va falloir en transporter pareil. Oui, puis ils doivent économiser aussi sur les coûts de transport. Oui. Même, parce que le pétrole a baissé beaucoup. Nous, c'est le fun, mais quand tu as une flotte, là, ça paraît en maudit. Bon, excellent. Hugo Landry, 3 titres à surveiller qu'il veut que l'on regarde pour lui et savoir, entre autres, si c'est trop cher. Le premier, c'est Couche-Tard. Alimentation Couche-Tard, moi, c'est drôle. Plus il monte, je le trouve pas cher. Bien, les 3 titres, François, il y a Couche-Tard, l'autre, c'est MTI Food, puis le troisième, c'est Stella Jones. C'est pas les pays et compagnies qui existent. En tout cas, si on regarde la croissance à long terme de ça. Parmi les 3 meilleurs, au Québec. C'est vraiment 3 belles... Écoutez, il y a 20 fois à regarder Couche-Tard. Oui, il n'arrête pas de monter. Il est toujours un petit peu cher, mais il livre toujours une croissance année après année. Il est à 20 fois les profits, 16 fois sur l'année prochaine. Fait que c'est pas si... tu sais, 16 fois, on n'est pas 36, là. C'est quand même raisonnable pour un historique, si on veut, de livrer la marchandise un peu comme ça. Dans le cas d'MTI Food, on est à 25 fois les profits, un petit peu plus cher, 21 sur l'année prochaine, mais toujours une belle croissance. Donc, peut-être composé, si ça continue encore pendant quelques années, c'est un titre qui apparaît cher, mais à cause de la croissance, il sera pas cher dans peut-être 1 an, 2 ans. Et Stella Jones, 26 fois les profits, 20 fois ceux prévus. Encore là, ils ont une super historique dans les dernières années. Stella Jones, on en a souvent parlé, c'est 3 belles compagnies. Idéalement, c'est sûr, quand il peut avoir parce que peut-être les titres ont monté un peu, mais quand il y a un petit repli, c'est le genre de compagnie à mettre la main là-dessus. Il faut quand même pas oublier aussi que pour ce qui est de Couche-Tard, ça divisait 3 pour 1, le 14, en 2014, donc il y a 1 an, presque maintenant exactement, c'est le 18 mars. Alors... Techniquement parlant, Stella Jones, c'est celui qui présente le plus beau graphique. Ah oui? Oui. Couche-Tard, écoutez, c'est dur d'aller contre Couche-Tard, là, mais là, pour ce qu'on voit en ce moment, c'est un mouvement de côté depuis le début de l'année. Il ne faut quand même pas oublier ça, mais comme je vous dis, là, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas continuer de monter. C'est pas un candidat à la vente à découvert. Non. Tu as bien raison, mais c'est pas... J'achèterai pas maintenant. Stella Jones performe bien, et celui qui est à faire bien attention, c'est MTY. Double top. Oui, puis assez solide. Quand je l'ai vu, là, j'ai découvert en même temps que vous, là. Puis double top solide aussi au niveau weekly. Donc, lui, en tout cas, je ne l'achèterai pas maintenant. Et puis, Stella Jones, on l'a couvert souvent ici ensemble. Écoutez, Stella Jones, ses petits trains vont loin, c'est le cas de le dire, hein, sont dans les rails. Donc, les poteaux et les traverses de chemin de fer, là. Puis, c'est un site qui n'aurait pas monté. Il n'est pas cher aussi, hein. 38, je pense que c'est le moins cher de la gang. 33,83. 33 pour... 37 pour Couche-Tard. Couche-Tard est 40 cucs, si je me trompe pas. 47? 47. Oui, c'est ça. Fait que Stella Jones, en plus, pas cher, en pleine croissance. Techniquement parlant, c'est le plus beau. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dettes en plus, celui-là, Stella Jones. À peine 10 Puis en plus, il nous fait une pièce 67 sur un profit des flux auto-générés d'une pièce 67 sur des profits d'un 33. Ils ont une niche très particulière. Fait que s'ils n'ont pas beaucoup de joueurs, probablement, dans cette niche-là, sont très bien positionnés. Bien placés aux États-Unis aussi. Comme disaient les analystes, Couche-Tard, en ce moment, un hold, MTY, une vente et Stella Jones, un achat. Ah, c'est compromis, là. Oui. Mettez ça dans les enregistrements. Je vérifierai ça dans un an, jour pour jour. Peux-tu voir ça au montage, à la finale? Il est trop tard. Une fois ça sera rendu sur Internet, il est trop tard. Vous le saviez pourtant. C'est vrai. On vous avait averti. Bon, Gilles de Saint-Honoré, ça, c'est dans la région du Lac-Saint-Jean.
a acheté 5000 actions TCW. C'est Track and Well Service à vendre ou conserver. Il a payé ça 6,17 $. Le titre vaut 5,08 $. Faut dire que, pas chanceux le monsieur, eux, c'est surtout dans le gaz naturel puis l'exploration et la fracturation également pour le gaz naturel, les réserves de gaz. Et c'est pas beau. Ouais, c'est pas beau techniquement. Heureusement qu'il l'a pas payé 18 $, quand il était au sommet, mais c'est pas beau techniquement. Et honnêtement, c'est sûr qu'il n'y a pas de signal d'achat en ce moment-là. Donc, bon, rendu à ce prix-là, tu ne jettes pas tout par la fenêtre non plus, là, à 5 $, là, on va voir ce que le fonds mental dit, mais techniquement parlant, c'est pas un achat. Bon. Bien, François, c'est sûr que lorsque c'est relié, dans le fond, à des services reliés au pétrole et au gaz, avec la tragédie qu'on vient de vivre un peu dans le secteur, si on veut, de l'énergie, il y a des grosses conséquences un peu à ça. C'est que, oui, évidemment, éventuellement, c'est un secteur qui va revenir parce que c'est essentiel, c'est nécessaire. Par contre, dans le domaine des services comme ça, il y a beaucoup de compagnies qui avaient des plans, si on veut, de CAPEX importants, d'investissement en capital. Et à cause de l'incertitude qui vient de se passer, puis il y a beaucoup d'entreprises aussi qui vont avoir de la difficulté, là, même avec la dette qu'ils ont contractée. Fait que, tout ça pour dire que le carnet de commandes de ces compagnies-là, c'est pas demain la veille qu'on va le regarnir et tout ça. Donc, malheureusement, c'est difficile de savoir quand que la reprise va reprendre, mais les CAPEX, malheureusement, sont beaucoup réduits. Oui, effectivement, ils ont mis ça sur la glacière. Messieurs, merci beaucoup. On vous retrouve demain. Tout le monde. Au revoir.